Bonsoir, merci de nous regarder chez vous. Bienvenue dans Politiquement Correct. Aujourd'hui, nous parlerons de l'évolution du virus Ebola en Guinée où le président Alpha Condé a rencontré cette semaine la presse pour l'inviter à mieux s'impliquer dans l'éradication de cette épidémie en Guinée. De la situation politique dans notre pays avec des défections du BL et de l'UFD au niveau de la coordination de l'opposition extra-parlementaire. La probable alliance entre UFR et le PDN commentée par plusieurs observateurs, la situation de la Badam. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau, chers téléspectateurs, Aboubacar Siddigui Diallo, qui est le président de l'Union pour un mouvement populaire UMP. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, monsieur Paté. Notre second invité est bien Mohamed Kamara, consultant juridique. Bienvenue, bonsoir, monsieur Kamara. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Eh bien voilà, on va ouvrir cette émission, ce plateau avec un dossier de la justice, Monsieur Kamara. Vous êtes mieux placé pour donc ouvrir le bal. On sait que avec l'arrivée de Metsako, ça a suscité beaucoup d'espoir au niveau de la justice guinéenne. Aujourd'hui, on a l'impression que ça ne bouge pas vraiment comme on l'attendait. Bon, dire que ça ne bouge pas comme on l'attendait, c'est peut-être trop dire un peu, mais c'est tout à fait approprié pour la presse. Vous savez, vous Ça ne indiquez pardonne toujours, pas. voilà, ça ne pardonne pas. Mais il est vrai aussi que le ministre a posé assez d'actes positifs, justement, le fait de faire aboutir les textes par rapport aux différentes lois organiques 054, 055 relatives au statut de la magistrature, mais aussi au Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature a été mis en place, mais il n'y a pas encore un siège. Figurez-vous que c'est justement au niveau de l'ancien siège de la Fédération guinéenne de football qui était ciblé pour une institution aussi importante. Je pense qu'il faut mettre assez de solennité à ce niveau pour que ce corps-là, cet organe-là puisse fonctionner. Maintenant, il a promis par exemple la question des mouvements des magistrats et puis la question de la solennité entourée au niveau des questions de vacances judiciaires, c'est extrêmement important, mais il faut aller au-delà parce que présentement, on a des questions qui sont pendantes. Il y a par exemple des personnes qui croupissent en prison. Quand une personne, il est reproché... Même les conditions de détention, justement. oui. Heureusement, il y a j'allais dire une équipe, donc une commission en prison, une commission indemnité, donc victime par exemple. Mais il faut aller au-delà parce que si un reproche est fait à quelqu'un par rapport à une infraction qui a été commise et que les magistrats qui sont habilités à mettre en mouvement l'action publique justement pour que les preuves soient réunies, les auteurs recherchés et mis à la disposition justement de la justice pour des fins de jugement, si il y a la détention provisoire, il faudrait coûte que coûte respecter quand même les articles 152 et puis les articles 142-1 et -2 parce que en matière de j'allais dire de détention provisoire, l'article 142-1 et l'article 142-2 du Code de procédure pénale, c'est très clair. On ne doit pas aller au-delà de 12 mois pour surtout les infractions les plus graves qui peut être reconductible une seule fois jusqu'à 24 mois. Donc, quelle que soit la nature d'une infraction en Guinée, ça ne peut pas dépasser 24 mois de détention provisoire, sinon ça devient une détention arbitraire. Que, voilà, arbitraire. ça a toujours été le cas. De deux choses l'une, soit vous accusez des gens et vous les jugez en tant que tels et vous appliquez la sanction à la hauteur de la forfaiture ou simplement s'il n'y a aucune preuve contre, mais il ne faut pas tout continuer à détenir les gens arbitrairement en prison. Ça, c'est un challenge à son niveau. L'autre challenge, justement, c'est de faire, en tout cas, en sorte qu'au niveau des pouvoirs publics, indiquer que c'est nécessaire de procéder à la mise en place des autres institutions qui restent. Parce qu'il y a la Cour constitutionnelle qui reste, par exemple. Il y a l'Institution nationale indépendante des droits humains qui reste encore. Il y a tellement d'institutions qui restent qu'il faut quand même mettre tout cela en place parce que ça participe de la consolidation d'un état de droit. Bon, il est en train de faire du chemin pourvu que ça aboutisse et surtout pourvu que les gens ne le bloquent pas dans son élan de progression. Et c'est pourquoi il faut éviter le plus souvent des effets d'annonce. Parce qu'en Guinée, il dit qu'il y aura par exemple des magistrats qui vont être mutés. C'est tout à fait de l'ordre possible que les magistrats soient mutés. Mais il faut faire la nuance. Un magistrat de parquet par rapport à un magistrat de siège. Le magistrat de siège est un magistrat qu'on appelle un magistrat qui bénéficie du principe d'inamovibilité. On n'a pas à déplacer un magistrat d'une contrée à une autre contrée parce que peut-être il a dit le droit. Donc il faut
faire une sorte de mouvement des magistrats pour que ces magistrats ne se sédentarisent pas au niveau de leur préfecture d'origine, mais il faut faire beaucoup attention au niveau des magistrats de siège, parce que la différence, vous savez, le magistrat debout, c'est le magistrat qui se tient debout, comme son nom l'indique, comme le procureur. Vous avez vu, le procureur, au niveau d'une audience, il a un fauteuil, mais il n'est jamais assis en disant le droit. Il se tient toujours debout. Le jour où il va commettre l'erreur de se tenir assis pour dire le droit, le juge va le rappeler pour dire, monsieur le procureur, position de parquetier. Ça veut dire simplement qu'il ne peut pas avoir deux commandants dans le même bateau. Donc bref, c'est de dire encouragement au ministre de la Justice, que les pouvoirs publics continuent justement à lui laisser les mains libres pour qu'il puisse poser des actes. Ce n'est qu'à leur honneur. En tout cas, on espère. Hein. Alors, Monsieur Diallo, hein, je rappelle que vous y connaissez aussi beaucoup, en tout cas en matière juridique. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur cette justice guinéenne? Est-ce que ça a changé vraiment avec l'arrivée de Maître Sako? Merci merci pour l'intervention de votre consultant. Et moi, je crois que l'analyse que je fais de l'appareil judiciaire est tout autre. Il y a eu des efforts, certes, c'est bien vrai, lorsqu'il a pu faire signer la mise en place des institutions judiciaires qui n'avaient pas pu être faites avant. C'est déjà un pas positif, hein, bravo. Mais je crois aujourd'hui le ministre de la Justice a beaucoup plus la mission, le devoir de changer, hein, si vous voulez, la personne même du magistrat que de chercher à aller vers des positionnements de ceux qui existent. Tout tourne autour de deux choses pour la problématique de la justice guinéenne. La formation des magistrats et l'équipement des magistrats. Et aussi, la troisième, c'est le contrôle des activités judiciaires. La formation des magistrats, il y a des magistrats aujourd'hui, 80% des magistrats guinéens sont vieillissants. Ils doivent tous aller à la retraite. Alors, dans ces 80%, 80% de ces 80% ne sont pas des juristes qui ont fréquenté des facultés de droit. D'accord? La plupart, c'est des gens qui ont étudié à l'ancienne école de l'administration de la Bellevue et après, ils sont reversés au compte de l'administration publique. Donc, ils sont fonctionnaires au même titre que tous les autres fonctionnaires de l'État et qui ont suivi des carrières de magistrats. D'accord? Maintenant, il y a des magistrats qui ont fait agronomie, moi j'en connais, et qui sont aujourd'hui considérés comme étant les doyens de la magistrature guinéenne. D'ailleurs, j'ai eu à travailler avec un, mais qui a fait agronomie. Il y a des magistrats qui ont fait des cycles de médecine, etc., etc. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut alors retenir? C'est que parmi cette catégorie des magistrats vieillissants, il faut chercher à acquérir leur expérience, mais à mettre les jeunes magistrats qui ont fréquenté des facultés de droit et qui sont fraîchement sortis des universités, donc qui ont encore la norme légale, la dernière donne du droit et des lois guinéennes, les renforcer dans leur perfectionnement. Quand vous prenez ici, vous comptez au bout des doigts les magistrats qui sont sortis d'une école de magistrature, alors que la procédure de formation dans une école de magistrature, c'est 3 ans. C'est pas coûteux. Donc la Guinée a souscrit à des conventions au niveau régional et sous-régional qui font qu'au Mali, au Sénégal, il y a des écoles de magistrature. Pourquoi ne pas mettre ces magistrats au service de la nation guinéenne pour le temps qu'on va amener nos jeunes magistrats à les former et les ramener pour les rendre opérationnels? Essayer de renouveler l'appareil de la magistrature. Tant qu'on ne change pas les mentalités, les pratiques, l'indépendance a échappé aux magistrats parce qu'ils sont convaincus d'être redevables à ceux qui les ont mis là. C'est bien, j'apprécie qu'il ait rappelé la protection des magistrats de siège. Et aujourd'hui, les magistrats de parquet se disent, si on peut nous ventiler au gré des administrations publiques, c'est normal, hein? C'est ce que la loi commande. Mais quelle est leur protection? Et en Guinée, la sociologie dans l'administration, c'est de faire exactement ce que celui qui t'a mis là t'exige. D'accord? Donc, ça fragilise un peu l'appareil de la magistrature. Alors, si la formation est adéquate,
et qu'on donne aux magistrats, si vous voulez, il parlait tout de suite du siège de l'institution. Les conditions de travail. Les conditions de travail, allez dans les palais de justice, je vous assure, même si on vous chasse à coups de bâton ou de fusil, vous ne pouvez pas vous réfugier dans les toilettes des juridictions ici. Et pourtant, les magistrats, c'est des gens qui ont une mission plus que humaine et moins que divine. Ils sont entre l'humain et le divin parce qu'ils sont chargés de faire un rôle dévolu à Dieu. La lumière, Donc il faut les mettre dans les conditions très confortables de travail. D'accord, on va poursuivre alors, Monsieur Camara. Vous avez parlé tout à l'heure de plusieurs dossiers pendants. Pour vous, comment on va, pourquoi débuter ces affaires? Qu'est-ce qu'il faut vraiment? Est-ce qu'il faut attendre que tout soit mis en place pour, par exemple, continuer avec des dossiers tels que celui du 28 septembre? Est-ce que, aujourd'hui, quelle est l'urgence vraiment par rapport à tout cela? Je pense que tout est priorité présentement au niveau de la justice guinéenne. Seulement, on dit le plus souvent que qui trop embrasse mal les trains. On ne peut pas embrasser tout en même temps. Il y a qu'au niveau des infractions, même la population doit aider la justice à travailler bien. Et même les gouvernants à travailler bien. Il faut éviter de se satisfaire d'une violation de la loi. Il y a les violeurs dans le pays, il y a les violateurs dans le pays. Les violeurs, c'est ceux-là qui violent la personne physique. Les violateurs sont ceux qui violent les textes de loi. Ils sont très nombreux. Je pense que quand il y a eu le massacre au stade du 28 septembre, il y a eu des gens qui ont voulu banaliser cela pour dire que non, c'est une bousculade. Il a fallu qu'il y ait des exactions également en Haute-Guinée, en forêt, pour que les gens se rendent compte, attention, la violation des droits de l'homme, ça peut toucher n'importe qui. Et c'est lorsque ça vous touche que vous vous rendez compte de sa dangerosité. Il faut éviter. Mais au crédit du ministre de la Justice, le fait d'accélérer la cadence pour que le Conseil supérieur de la magistrature soit mis en place, parce qu'en 1991, le Conseil supérieur existait, mais après 3 réunions, les gens sont venus décourager le président Conté pour dire non, c'est une menace par rapport à ton pouvoir. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un leadership digne de ce nom pour faire avancer les choses. Maintenant, il faut appliquer à l'appui de ce que Sidiki a dit, 2-3 conditions. Mais il y a les 5 recommandations qui étaient issues des états généraux de la justice qui ont eu lieu les 28, 29 et 30 mars 2011. Donc 30 mars, et il faut garantir l'indépendance de la justice. Et les textes de base sont là. Il faut encourager aussi les pouvoirs publics et les féliciter par rapport à la majoration du salaire justement des magistrats à ce niveau avec le statut particulier. Mais avec l'appui des syndicats qui ont accepté. C'est extrêmement important. Qui ont mis la pression, il faut le dire, quelque part. Qui ont accepté parce qu'eux, ils défendent les intérêts moraux et matériels des travailleurs qui se sont syndiqués. Mais que de donner maintenant un statut particulier aux magistrats, il a fallu la compréhension des syndicats parce qu'ils se rendent compte que si la justice marche à merveille, tout peut marcher à merveille. Le deuxième niveau, après l'indépendance, il faut quand même la carte judiciaire et pénitentiaire. Il y a 26 justices de paix au niveau de la Guinée, 10 tribunaux de première instance, la Cour suprême. Mais la proximité du citoyen par rapport à la justice, la proximité du juge, de la justice vis-à-vis des justiciables. Et la Cour suprême au niveau de sa chambre administrative et constitutionnelle est la seule compétente, par exemple, à connaître des affaires liées au recours pour accès de pouvoir. Et donc, le citoyen qui a eu aussi des victimes de cela, il faut qu'il se déplace pour venir jusqu'à Conakry, ça pose un problème. Après le redécoupage, il y a la question de l'équipement, l'infrastructure. Les magistrats, une fois qu'ils sont bien logés et puis les palais de justice sont en bonne et due forme avec l'ergonomie du travail, il faut permettre aux magistrats, qui ne sont pas très nombreux d'ailleurs, soit dit en passant, de bénéficier de bourses d'études, par exemple, qu'on mette les vacances judiciaires à profit, qu'ils partent chaque magistrat un billet d'avion, aller-retour, chaque année, renouveler sa bibliothèque en ouvrage flambant neuf pour mettre au goût du jour le droit, parce que le droit évolue, et puis pour qu'il puisse s'épanouir davantage. Mais un juge qui n'a pas même un rayon de bicyclette, qui juge une affaire de 20 milliards d'escroqueries, et puis voyez-vous, la tentation peut être là, même si je ne suis pas en train d'encourager cela. Et puis, il y a la question, la problématique même de l'exécution des décisions de justice. Les gens, quand ils voient le plus souvent un monsieur dans la rue, ils pensent que c'est un juge qui l'a libéré ainsi. Alors que le juge, mais il ne faut pas du tout mélanger de tout. C'est pourquoi l'État doit faire un effort par application de l'article 25 de la Constitution qui oblige l'État à vulgariser le contenu des textes de loi, y compris en langue nationale.
Dire à une population qu'elle est bête, ça ne veut pas dire que cette population soit analphabète. Ça permet justement aux citoyens de savoir qu'attention, si par exemple un journaliste ou un monsieur faisait un commentaire pour discréditer une décision de justice, il doit se rendre compte qu'il peut tomber sous le coup de l'article 238 du Code pénal. 3 mois jusqu'à 1 an d'emprisonnement parce qu'il veut discréditer la justice, ou le paiement de 50 000 à 1 million, ou de l'une des deux peines seulement. Alors le citoyen doit savoir, quand on dit l'une des deux peines seulement, que le juge, plutôt que de préférer par exemple la prison, peut dire, bon, payer l'amende de 1 million. Il ne faut pas que le citoyen dise, ah voilà une preuve illustrative qu'il y a la corruption. Non, mais c'est en vulgarisant que le citoyen peut se rendre compte de tout cela. Et puis le dernier élément, c'est l'intégration judiciaire. Vous avez entendu des gens dire ici là que la Guinée, bon, il n'y a pas possibilité de saisir une juridiction supranationale. Et c'est extraordinaire. Il y a des juridictions supranationales. Donc, en droit, le juriste qui ne connaît que le droit n'est pas un bon juriste. Le juriste qui ne connaît que le droit de son pays n'est pas un bon juriste. Parce que la personne qui disait que non, il n'y a pas possibilité de saisir une juridiction supranationale ne sait pas qu'au niveau du droit communautaire, il y a la question de recours en manquement, des recours en double manquement, les questions de renvoi préjudiciel vis-à-vis des juridictions en tant que telles. Donc, ça, c'est des éléments basiques qu'il faudrait quand même et mettre au goût du jour et ne pas faire l'économie de la sensibilisation. Le ministère des droits de l'homme pourrait par exemple interpréter le contenu de certains textes de loi en mettant à contribution l'association des communicateurs traditionnels plus l'Institut des langues appliquées pour quand même diffuser cela à large spectre au niveau des radios rurales. Ainsi le citoyen va connaître ses droits mais aussi ses devoirs. Une fois qu'on connaîtra tout cela, ça va même faire asseoir la gouvernance sur des piliers très solides. D'accord, d'accord. Alors, Monsieur Sidiki Diallo, on sait que c'est souvent répété par beaucoup d'observateurs, un pays ne bouge qu'à travers sa justice. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommandez à cette justice ou au département de la justice pour nous amener vraiment vers un développement, pour changer la donne? Ce qu'on peut recommander à la justice, c'est d'abord d'être un facteur d'assurance et de garantie pour l'investisseur. Lorsque un investisseur vient dans un pays, la première des choses, il cherche le code des investissements pour voir est-ce qu'il y a une politique qui l'attire à fructifier ou à créer des biens, des richesses. La deuxième des choses, c'est de savoir quels sont ses recours. Lorsqu'il a les deux là, il peut décider si oui ou non il peut investir dans ce pays-là. Parce que la paix, elle est visible. S'il vient dans un pays en guerre, il peut le savoir, ou avant de venir, il peut le savoir. Mais les garanties d'investissement et l'incitation à l'investissement, ça ne se retrouve que dans les textes et la pratique qui est interne. Donc, il vient ou il envoie son conseil juridique. Moi, je suis conseiller juridique, mon rôle, c'est ça. J'ai été dans certains pays limitrophes, j'ai été en Guinée-Bissau, j'ai été en Sierra Leone. C'est pour aller voir les opportunités, les garanties d'investissement pour des clients à moi qui sont guinéens pourtant. D'accord? Donc c'est dire que la faculté même de trouver recours est ancrée même dans l'investisseur guinéen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nos juges sont compétents, et pour qu'ils aient la compétence, il ne s'agit pas seulement de lire le droit, non, il a dit. Et pour un magistrat, il faut se professionnaliser. Un magistrat qui s'occupe du droit commercial ne doit s'occuper que de ça et apprendre pour qu'il ait un volume de temps lui permettant de bien maîtriser tous les paramètres du droit commercial. Un magistrat qui s'occupe du pénal doit avoir que le pénal pour avoir tout le temps d'apprendre tout ce qui est lié au pénal. Mais ici, en Guinée, aujourd'hui, vous êtes juge de droit, juge commercial. Demain, un autre ministre vient, il vous amène comme juge d'instruction. Après demain, vous êtes juge audiencier et vous avez un juge civil. Et puis après, on vous envoie au pénal. On ballotte les juges partout. Alors, ils n'ont pas non seulement le temps et la sérénité d'apprendre et de maîtriser un domaine du droit. Et pour juger les gens, il faut maîtriser plus qu'eux. Deux personnes viennent porter devant vous des faits pour lesquels vous n'étiez pas présent. Vous n'avez aucun élément vous permettant de dire ce qui s'est passé. C'est sur la base d'une logique et d'une cohérence et d'un raisonnement pour rapprocher les faits, les déclarations au droit. Mais ça, il faut avoir l'intuition. Donc, il faut avoir une compétence avérée dans le domaine, maîtriser la loi, les pratiques, et avoir l'intuition. Donc, si vous n'avez pas le bagage qu'il faut, comment vous allez dire le droit à la satisfaction de la société et de ceux qui sont portés devant vous à jugement? C'est ça le premier grand problème auquel
je crois que le ministre doit s'intéresser. Il faut professionnaliser les magistrats. Hein? Créer des couloirs pour que chaque magistrat trouve son option et qu'on le forme intensement à la maîtrise de ça. Ailleurs, même les avocats ont des lignes. Il y a des avocats qui suivent le civil, ils ne suivent que ça. Quand vous lui donnez une procédure pénale, il vous dit « je ne suis pas spécialiste en pénal ». D'accord? Et quand le droit est immense et vaste, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Regardez, je vous donne un exemple. Quand il y a une manifestation politique, on arrête les militants. Ici, toutes les juridictions et tout le temps n'ont jugé nos militants que par rapport au contenu du code pénal. C'est pas vrai, c'est pas légal, c'est pas normal. Parce que la République de Guinée a institué une loi organique qu'on a appelée la charte des partis politiques qui a un côté répressif en son sein. Toutes les activités liées à l'exercice de la faculté politique et les manquements sont prévus et punis par la charte des partis politiques. Pourquoi les juges n'en font pas usage? C'est parce qu'ils ne connaissent pas. On a distribué, lorsqu'il y a eu le procès de M. Etienne Soropogui actuellement qui est commissaire à la CENI, personnellement j'ai distribué la charte des partis politiques aux juges, aux magistrats qui sont là-bas, mais ils n'en ont pas fait usage. Peut-être que la loi n'a pas été vulgarisée. Il faudrait donc alors qu'une autre institution qui est aujourd'hui l'Assemblée essaie d'approprier les citoyens aux textes qui sortent de cette institution-là. Il ne sert à rien d'avoir toutes les lois de la République si on ne peut pas donner à l'utilisateur la consommation et la compréhension. D'accord. En tout cas, on va poursuivre le débat. Si c'est maintenant que vous nous prenez en marche, merci encore pour la fidélité. Vous êtes sur ce plateau, voilà, donc de Politiquement Correct en Côte d'Ivoire, mais également à Dakar. Vous êtes nombreux à nous regarder, à nous suivre là-bas. Nous allons ouvrir le bal maintenant, proprement dit, avec ce premier sujet où le président Alpha Condé a rencontré cette semaine, je le disais, la presse pour inviter cette dernière à mieux communiquer, à mieux parler sur cette épidémie, la fièvre Ebola qui continue à faire de dégâts. Alors, Monsieur le Président, comment vous voyez déjà cette démarche du président Alpha Condé? Oui, merci bien. Je crois que pour cette démarche, je peux l'apprécier. Pourquoi? Parce que à l'entame, j'ai vu beaucoup de personnes exprimer leur bonne volonté, apporter des contributions. Cela n'est pas négligeable, mais il aurait fallu que le président le fasse. Mais c'était le rôle de son ministre de la Santé, d'organiser régulièrement des rencontres, de donner la situation exacte de la propagation de la maladie, la progression, le rythme et même la cadence de contamination pour alerter les populations. Aujourd'hui, certains disent qu'il n'y a pas Ebola. Ils renient même l'existence d'Ebola. Et il y a d'autres rumeurs qui s'empruntent des rues pour dire que quand vous rentrez dans les centres hospitaliers, on vous injecte, vous mourrez. C'est des fausses rumeurs, mais c'est parce qu'il y a une ignorance. Et qui peut être responsable de ça? L'ignorance, les rumeurs ne viennent qu'en complément d'une information qui n'a été mal donnée ou pas du tout donnée. Après, la rumeur s'empare des rues. Lorsque vous communiquez intensément, il n'y a pas de rumeur. Donc, le comité de riposte, à mon avis, n'arrive pas ou est débordé par la situation. Et donc, si le président se met à contribution pour poser le pas et donner un signal fort, je crois, il faut emboîter le pas, mais il faudrait que ça soit continu pour ne pas que les gens baissent les bras. Vous pensez que c'est tardif? Bon, moi je pense qu'il a mis des gens, il a responsabilisé des gens qui devaient le faire. C'est quand il s'est rendu compte que ce n'était pas pris peut-être à la hauteur de la réalité, qu'il s'est décidé lui-même de venir et de passer à la vitesse supérieure. Et je crois qu'il faudrait le faire. Chaque Guinéen, qui soit de l'administration publique ou privée, qui soit de l'opposition ou de la mouvance, nous avons tous le devoir de combattre ce virus-là. Parce qu'il va toucher tout le monde, parce qu'il peut toucher tout le monde, personne n'est à l'abri. Et aujourd'hui, nous avons infecté 3 pays. Et ces 3 pays, il y a un aujourd'hui qui crie même au risque de disparition, que le pays même est menacé, le Libéria. Oui. Donc, alors, quand nous savons que le virus a été découvert pour la première fois en Afrique de l'Ouest, en Guinée, et que c'est à partir de la Guinée que ces 3 pays ont été infectés, donc il y a quand même une certaine responsabilité morale que nous incarnons.
D'accord? Et surtout, regardez partout où il y a eu le virus Ebola. Même là où, pour la première fois, il a été découvert, en RDC Congo, on a toujours circonscrit le virus dans la région où il y a eu l'apparition. Ouais. Mais en Guinée, le virus a traversé la carte du pays, de bout en bout, de la forêt jusqu'à la tête. Alors, quel constat nous faisons? On n'avait pas l'expérience. D'accord, on n'a pas tout, mais il y a déjà des services du ministère de la Santé qui étaient compétents pour s'occuper des maladies infectieuses. D'accord? Vous pouvez ne pas avoir l'expérience, mais quand vous gardez les informations jusqu'à la dernière minute, et que ce soit par un scandale ou parce que ça vous déborde que tout le monde est informé, ça y va de vos responsabilités. D'accord. Alors, monsieur Camara, quelle est votre analyse par rapport aujourd'hui à cette rencontre, même si on sait que voilà, vous ne commentez pas souvent cette actualité? Non. Bon, en fait, je pense que c'était une très bonne chose que de prendre contact avec la presse à nouveau pour que chaque entité joue sa partition. C'est un réveil qu'il faut saluer, mais même si c'était un rétropédalage, parce qu'à un moment donné, les gens niaient même, et même les pouvoirs publics n'ont pas manqué de dédramatiser, ce qu'il ne fallait pas du tout faire. C'est même le président, il faut le dire. Oui, c'est pourquoi je dis pouvoir public. Voilà, je suis un juriste pour bien parler. Quand je dis les pouvoirs publics, on comprend bien. Ouais. Alors donc, il ne fallait pas dédramatiser tout cela. Et puis, il fallait continuer à faire ce qu'on appelle le retour d'expérience. Ça fait 8 mois, 9 mois, ça a éclaté, les gens ont banalisé parce qu'on a donné la priorité aux détails politiques. Tout est politisé, donc ce n'est pas une très bonne chose. Ça fait que présentement, tous les citoyens doivent avoir présent à l'esprit que c'est de leur devoir que de combattre ce fléau-là. Et c'est pourquoi d'ailleurs, même au niveau de la déclaration de l'état d'urgence, j'ai vu les gens minimiser même. Pour dire non, l'état d'urgence, c'est état sanitaire. C'est de minimiser. On a dit état d'urgence que lorsqu'il y a 3 hypothèses. Il y a la loi organique 016. Vous savez, quand un juriste parle, il dit la loi a dit. C'est du dilué. Il faut dire avec précision. Il ne faut pas dire seulement la loi. Même s'il ne faut pas citer l'article, mais il faut orienter les gens vers le domaine de cette loi pour favoriser la recherche. La loi 016 du 23 décembre 1991 portant état de siège, état d'urgence, cette loi est très claire. Il y a état d'urgence lorsqu'il y a l'une des 3 hypothèses. Lorsqu'il y a un péril imminent par rapport à une sorte d'atteinte grave à l'ordre public, on décrète. Lorsqu'il y a, on n'est pas dans cette hypothèse, lorsqu'il y a des mêlées subversives de nature à compromettre la sécurité intérieure, on décrète. Lorsqu'il y a des situations ou des événements présentant par leur nature ou leur gravité un caractère de calamité publique, on ne peut pas dire que Ebola n'est pas une calamité publique présentement. Donc il ne fallait pas du tout faire des arguties juridiques comme cela. C'est pourquoi c'est bon déjà qu'on se soit réveillé à ce niveau. Maintenant, comme le ministre des Affaires étrangères a fait le tour pratiquement avec l'intense balai diplomatique, donc ça a réveillé la communauté internationale à l'effet de venir vers le secours. Il y a bon nombre de partenaires, je le dis en connaissance de cause, qui sont en train présentement d'envoyer des gants par bateau, tout cela. Donc tout cela, ça a servi de déclic. Mais l'autre paramètre, c'est quand même, ça présente le tableau réel de nos relations avec les États. Il ne faut pas qu'on soit dans la naïveté pour dire que les États qui disent on est amis, on sent bien que quand il y a péril à la demeure, ils peuvent fermer les frontières. Sans compter qu'au niveau de la CEDEAO, il y a un principe cardinal de libre circulation des biens et des personnes. Et chaque État doit s'abstenir d'entreprendre n'importe quel type d'action susceptible d'en compromettre la réalisation. Donc, si on va très vite par rapport à toutes ces situations, je pense qu'il faut faire ce qu'on appelle le retour d'expérience. Heureusement que les autorités ont nommé Dr Sakoba, oui, qui a montré sa spécialisation en la matière. Maintenant, il faut gérer Ebola et après Ebola. Maintenant, chaque ministère doit quand même jouer sa partition parce qu'à un moment va venir, on va faire le compte rendu pour dire quel ministère a fait quoi et quelle entité a fait quoi. Finalement, l'argent qui vient ou les équipements qui viennent, il faut non seulement juguler Ebola pour éviter une sorte de recrudescence par la suite, mais mettre en place des structures de veille sanitaire pour ne pas que l'on succombe à l'urgence. Parce qu'en RD Congo, c'est arrivé, on ne souhaite pas que ça soit cyclique au niveau de la Guinée, mais quand ça arrive et que ça soit cyclique, il faut faire de l'anticipation avec les principes de précaution, les principes de prévention, le principe de correction à la source. La recherche très prononcée. Et que les députés qui vont être au niveau de l'Assemblée nationale à partir du 5 octobre, c'est un dimanche, ils doivent travailler parce que de deux choses l'une,
Dans les autres pays, vous allez voir la télévision, les gens, ils font la présentation de leurs résultats chaque fois. Mais ce n'est pas le jour de la présentation qu'ils ont commencé la recherche. C'est des années durant, des années durant. Donc, vivement que l'on fédère les énergies présentement pour combattre justement Ebola. Mais après, il faut que l'on puisse aller vers les choses sérieuses en demandant aux députés de demander par exemple au pouvoir public de faire application de l'article 50 de la Constitution, qui indique que le président de la République doit présenter l'état de la nation chaque année. Ça fait 4 ans, on ne le fait pas. Il faut que l'on montre, attention, l'État se porte bien ou l'État ne se porte pas bien. Non. Là où ça se porte bien, qu'on consolide les acquis. Là où ça ne va pas, qu'on attire l'attention pour que chacun puisse apporter des éléments nécessaires de correction et que cela soit échelonné dans un échéancier de mise en œuvre pratique à court, moyen et long terme. D'accord. En tout cas, à nos dernières nouvelles, il faut le dire, cette maladie, cette épidémie a tué près de 550 personnes. L'autre facteur par rapport à cette affaire, cette épidémie, aujourd'hui on parle de Ebola business. Beaucoup de dons ont été détournés. Nous avons d'ailleurs mené nos enquêtes sur les marchés. Il y a des produits qui ont été offerts gratuitement par des ONG, soit internationales ou nationales, qui se retrouvent dans les marchés. C'est grave quand même. Oui, c'est très grave. C'est pourquoi moi j'interpelle la responsabilité directe de ceux des professionnels de santé et des responsables du département de la santé et du comité de riposte. Lorsque les appuis viennent, c'est pour les personnes à prévenir et pour les personnes à prendre en charge. Ouais. Mais les deux types de personnes-là se retrouvent dans le centre hospitalier à Donka. Ceux qu'il faut prévenir, on est dans les quartiers, c'est vous et moi, on se promène. Mais je vous assure qu'aucune mesure n'est prise pour nous sécuriser. Ceux qui sont au niveau